Nous sommes de retour sur le plateau de la 6e rencontre Handicap et patrimoine naturel et culturel. Donc cet après-midi, nous allons suivre 4 interventions. Bien sûr, je redonnerai la parole au public qui pourra réagir suite à ces différentes interventions. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Nathalie Bazoche de la Fondation EDF qui va nous parler des moyens mis à disposition donc au Musée d'Art Moderne de Paris et aussi au Musée du Sport à Nice, l'aide qu'a apporté donc la Fondation pour améliorer l'accessibilité des personnes handicapées. Mesdames, Messieurs, chers amis, alors, donc, pour poursuivre cette journée de rencontre sur le handicap et patrimoine naturel et culturel, je me propose de vous présenter donc, un partenariat qui se situe à la croisée des chemins entre l'action du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris et le mécénat porté par la Fondation EDF. Donc c'est un dispositif pour les déficients visuels. On peut passer à la slide. Ah, c'était déjà... On passe à la deuxième slide. Alors, la Fondation EDF, elle a été créée il y a un peu plus de 30 ans autour des questions d'art contemporain et de culture. Elle a peu à peu évolué dans son objet, au gré des souhaits exprimés par sa gouvernance et aussi de l'évolution du contexte socio-économique qui nous entoure. Depuis 2013, la Fondation EDF est une fondation qui a fait de la solidarité sa priorité. Alors, elle privilégie 3 domaines d'intervention qui sont l'inclusion sociale, l'autonomie et l'intervention humanitaire. L'objectif est d'aider à chacun de trouver sa place dans la société en soutenant des actions, des initiatives innovantes qui associent aussi les salariés du groupe. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. La slide 3, s'il vous plaît. Alors là, vous voyez, par rapport à la slide, dans ce qui concerne l'inclusion sociale, en fait, l'idée, c'est de ce que c'est qu'une société inclusive. C'est celle qui permet à chacun de trouver sa place, quelle que soit sa situation, quelles que soient les circonstances, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, sa religion, sa situation de famille ou son handicap. Donc, elle souhaite, dans l'inclusion sociale en particulier, favoriser l'accès à la culture pour tous et considère que les établissements culturels peuvent être des leviers de renforcement de notre cohésion sociale. Donc, à ce titre, il nous paraît important d'accompagner des initiatives positives. Chef de projet, donc moi, à la Fondation, je m'attache à travailler avec les institutions et les associations qui ont des projets ambitieux pour que notre société soit plus juste et plus humaine. La particularité, si vous voulez, sur les projets qui sont portés par la Fondation pour l'accès à la culture, c'est un soutien ponctuel, donc on ne s'inscrit pas dans la durée. Le projet doit pouvoir vivre sans la Fondation, mais il va vivre mieux avec notre soutien. On est là vraiment pour qu'un projet pilote, un projet puisse se développer, un projet puisse voir le jour. Mais on n'est pas là forcément pour s'inscrire longtemps auprès de l'institution pour que ça puisse fonctionner. Donc on cherche vraiment des projets qui ont une durée, un début et une fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme par exemple les rencontres qui ont lieu chaque année. Là, ça va être le projet que je vais vous présenter après avec le Musée d'Art Moderne. Vous verrez, c'est un dispositif qui a été mis en place et donc on a toute notre légitimité pour justement apporter notre soutien financier à ce projet. Dans le projet que l'on a porté donc là avec le Musée d'Art Moderne, la Fondation EDF l'a suivi de près, mais nous entendons aussi associer nos salariés aux actions soutenues, susciter leur mobilisation autour de l'intérêt général pour renforcer la cohésion interne à l'entreprise. Et donc, on a ce qu'on appelle des salariés parrains. Chaque projet, en fait, a un parrain ou une marraine et ce salarié va suivre le projet tout au long et pourra témoigner, pourra dire ce qu'il en a reçu, l'expérience que ça lui a apporté. Et pour nous, c'est très important parce que comme ça aussi, ça permet de mieux connaître la Fondation au sein de l'entreprise parce qu'on a toujours cette vocation et cet objectif que la Fondation, qui doit aujourd'hui quand même incarner la générosité d'une entreprise, soit aussi portée par les salariés de l'entreprise. Alors, la vocation d'une fondation... Bon. Alors, slide suivante.
Alors, vous voyez que dans les dons financiers, il y a donc, c'est ce que je vous disais, l'accompagnement par un parrain et la marraine du groupe. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je passe donc à l'histoire que nous avons eue avec le Musée d'art moderne de la ville de Paris. Alors, ce musée, il a été inauguré en 1961. Il est situé dans l'aile est du Palais de Tokyo à Paris. La collection du musée est riche de plus de 10 000 œuvres. Et elle illustre les divers courants de l'art des XXe et XXIe siècles. Parallèlement à ces collections permanentes, de grandes expositions temporaires sont organisées. Alors, les actions menées par le service culturel du musée suivent plusieurs axes. Le développement des publics à travers des partenariats culturels, la mise en place d'outils d'aide à la visite, l'organisation de cycles de conférences, l'ouverture des collections et des expositions au jeune public, et le développement de l'accessibilité du musée aux personnes en situation de handicap. Sachant que là, vous êtes dans un musée où c'est particulièrement compliqué, parce que, évidemment, le bâtiment n'a pas été conçu pour des personnes en situation de handicap, et pour pouvoir le rendre accessible, c'est ultra compliqué, parce qu'il y a des escaliers partout, parce que c'est très difficile de mettre en place des ascenseurs, c'est très pour y accéder à certaines salles, bref. Alors, depuis plusieurs années, donc le musée mène des projets de médiation pour les publics empêchés, notamment par des visites de groupes de déficients visuels. Alors, encouragé par le succès de ces visites, le musée s'est donné un nouvel objectif, de proposer aux déficients visuels un outil de médiation et d'accès aux œuvres. Ce qu'ils avaient déjà fait avant qu'ils viennent nous solliciter, ils avaient pris... la slide suivante, s'il vous plaît. Oui, super. Ils avaient sollicité une conteuse écrivaine qui est aveugle elle-même, et pour qu'elle fasse, et elle travaille avec beaucoup de musées, et elle décrit les œuvres aux personnes qui sont eux-mêmes aussi aveugles. Et donc l'idée, c'était de lui confier 3 œuvres majeures du musée. Donc vous voyez là, vous avez la Fée électricité de Dufy, la danse de Matisse et une œuvre de Buren, que je n'ai pas là, mais parce que je ne l'ai pas trouvée. Et ces 3 œuvres qui sont très importantes, qui sont des œuvres qui sont tout le temps en place, et la Fée électricité, juste pour la petite histoire, elle a été offerte à EDF, à la ville de Paris, en 1946. Et quand le musée a ouvert en 1961, elle a tout de suite été installée dans le musée. Et donc, cette conteuse a fait plusieurs textes par toutes ces recherches qu'elle a pu réaliser, par des contacts qu'elle a eus avec des commissaires, avec des critiques d'art qui lui ont décrit ses œuvres. Et elle a fait un conte pour raconter ce que c'était que ces œuvres aux personnes donc déficients visuels. Et jusqu'à présent, les personnes pouvaient écouter ces contes et ces textes sur le site internet avant d'aller au musée. Mais quand ils étaient au musée, ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir écouter devant les œuvres ces textes. Alors c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir pour mettre en place un dispositif de commentaires audio pour les déficients visuels, donc au sein de ces 2 salles emblématiques. Donc la conteuse s'appelle Claire Bartholdi, et donc je vais juste vous lire juste un peu sa bio. Elle pose donc un regard intérieur, sensible, imaginaire sur les œuvres et les textes qu'elle rédige. Quand on nous l'a présentée, on nous a dit voilà, elle réalise une interprétation poétique des informations scientifiques issues de ses propres recherches documentaires. Mais bien évidemment, on n'est pas dans quelque chose de rigoureux au niveau, comme pourrait le faire un conservateur quand il va vous montrer les œuvres. Mais forcément, il faut aussi s'adapter à l'handicap pour que la personne puisse vraiment s'approcher et avoir une sensibilité sur ce qu'elle est en train de voir. Bon. Alors, vous voyez, là, donc,
sur la droite de l'écran, en fait, c'est ce que vous pouviez avoir quand vous alliez sur Internet et vous pouviez cliquer pour avoir donc justement les textes qui étaient déroulés. Bon. Quand ils sont venus nous voir et qu'ils nous ont dit, ben voilà, on voudrait juste faire un objet qui pourrait permettre à toutes les personnes de pouvoir écouter, je leur ai dit, écoutez, oui, c'est intéressant pour nous, mais comme on est plutôt dans l'innovation, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez travailler avec une société de design qui fait plutôt du design for all, pardon, et qui soit qui soit un peu exemplaire. Parce que c'était intéressant pour nous que si les gens pouvaient regarder un peu ce que faisait le musée d'art moderne, puisque c'était un musée quand même important de la ville de Paris, que ça puisse être vraiment comme un peu une référence de ce qui peut être fait. Et il se trouve qu'au sein d'EDF, nous avons des designers intégrés qui travaillent, il y a à peu près 5-6 designers à la direction recherche et développement. Et on s'est dit, ben tiens, on va vous proposer à un des designers d'être votre parrain, et comme ça il pourra aussi vous aider pour aller plus loin avec la société que vous allez retenir pour faire le design des objets. Et quand ils ont fait une proposition de 3 objets, le designer est venu, les a aidés aussi bien par rapport au devis que par rapport au design, et il y a eu toute une réflexion sur comment devait être l'objet, parce que là, dans la slide suivante s'il vous plaît, vous allez... non, encore. Voilà. Vous voyez l'objet qui est là sur la droite, c'est l'objet final. Mais au départ, ils avaient aussi proposé, par exemple, une tablette, et sur la tablette, il y avait des pieds. Et ils se sont dit, mais non, les gens peuvent taper dans les pieds et c'est pas forcément pertinent. Et donc, ils ont effectivement travaillé donc avec Tactile Studio pour que ce soit le plus innovant possible, sachant que alors vous allez retrouver un certain nombre de fonctions, comme celle où vous pouvez venir avec votre propre casque, celle où il possède un QR code là, pour une diffusion de messages audio en mode déambulatoire, une prise jack standard, là, vous savez, quand, pour que parfois aussi il y a trop de bruit et donc il faut baisser un peu le niveau sonore. Et donc tout ça a été intégré et également sur le dessus, tout a été mis en braille pour que ça puisse aussi servir pour les non-voyants. Et l'idée, c'était que, en fait, ça pouvait être aussi utilisé pour les voyants. Parce que c'était aussi une autre façon pour eux d'appréhender ces œuvres. Et pour nous, c'était intéressant que ça ne soit pas juste pour des personnes en situation de handicap, mais que ce soit vraiment pour tout le monde. Et ça, c'était très important pour nous côté fondation, parce que c'était justement dans l'idée d'une société inclusive, de pouvoir se dire, eh ben voilà, comment on fait pour que tous, on puisse partager les mêmes choses et qu'on puisse mieux vivre ensemble. Alors, ensuite... slide. Alors là, vous voyez ces 2 personnes. La photo, elle rend vraiment pas très bien, mais vraiment. Et en fait, ils ont donc des petits audios là sur le côté que vous pouvez prendre et puis vous écoutez et donc ça diffuse un son et vous pouvez choisir quel petit texte vous voulez écouter. Voilà. Alors ensuite, je voulais terminer aussi avec un autre projet que l'on a soutenu également sur l'accessibilité. C'est sur le handisport. Il faut savoir que chez EDF, il y a une équipe de sportifs de haut niveau, en situation de handicap, dont certains font d'ailleurs partie du comité paralympique et qui participent donc aux épreuves paralympiques. Depuis très longtemps, même la direction recherche et développement, il y a des chercheurs qui
par le passé, ont aidé à mettre en place des techniques et des outils pour qu'ils puissent mieux faire leurs épreuves. Et donc, on s'était dit, ben tiens, puisque maintenant le musée du sport va ouvrir à Nice, on a trouvé ça juste de pouvoir inscrire notre soutien pour un parcours qui explique ce que c'est que le handisport et surtout pour qu'il puisse y avoir tous les outils justement les outils pour faciliter la compréhension aussi bien quand on a aussi ces handicaps. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'est vrai que ces deux projets, c'est des projets qu'on a réalisés sur ces 2 dernières années. C'est vrai que la solidarité est apparue vraiment de façon transverse à toute la fondation en 2013 et qu'aujourd'hui on essaye d'inscrire notre mécénat et notre soutien à des projets qui sont en faveur de l'handicap dans pratiquement tous les domaines dans lesquels on peut intervenir. Alors ça va être aussi bien sur le volet médical, ça va être sur le domaine de la précarité, ça peut se retrouver sur le domaine de la discrimination, de savoir comment on peut irriguer notre soutien financier sur des projets qui vont permettre que les choses puissent bouger. Mais tout en gardant bien en tête que quand on inscrit notre mécénat, comme il y a beaucoup de projets qui apparaissent, bien évidemment, parce qu'il y a un enjeu majeur, surtout avec la loi, et une volonté de l'État, justement qu'on soit de plus en plus exemplaire, en particulier dans les institutions culturelles, c'est sûr qu'on ne peut pas se mettre sur tous les projets. L'idée étant d'être sur les projets qui peuvent faire bouger un peu les choses et qui fassent un peu parce qu'ils sont bien faits, qu'ils sont un peu exceptionnels, ils peuvent devenir exemplaires. Voilà. Mais le fait d'utiliser déjà les forces vives du personnel d'EDF et notamment des designers qui ont trouvé, je dirais là, un créneau, si je puis dire, pour à la fois parrainer, bien sûr, mais parrainer intelligemment, c'est-à-dire en apportant eux-mêmes leurs connaissances et leur savoir en matière de design, puisqu'ici, dans le dispositif que vous nous avez montré et que j'ai eu l'occasion donc d'aller voir au Musée d'Art Moderne, on est vraiment dans quelque chose en rapport direct avec l'ergonomie. Parce qu'il faut savoir que cette console, donc effectivement, elle est auditive, hein, donc on peut entendre le propos donc, de la conteuse, mais il y a aussi des éléments tactiles, il y a du braille également. Voilà, donc d'utiliser force vive de l'entreprise et donc des designers qui existent et qui travaillent chez R&D, je trouve ça tout à fait intelligent et le lien, on voit tout de suite la transversalité, surtout que l'année dernière, nous avons eu des designers de Saint-Étienne qui sont venus nous parler justement aussi du travail qu'ils font eux pour améliorer l'accessibilité dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc ça, je trouve très intéressant. Ensuite, il y a un autre point qui va forcément parler à tous les médiateurs dans les musées, c'est ce travail de vulgarisation qu'a fait la conteuse. Elle s'est appuyée sur les connaissances. Vous avez parlé des conservateurs qui ont leurs connaissances, les scientifiques qui ont leurs connaissances, et bien sûr le public. Il faut trouver le lien, c'est le travail du médiateur. Cette conteuse a parfaitement joué le rôle, je dirais, de médiatrice pour faire la passerelle entre ses connaissances, parfois un peu savantes, et le grand public, et je veux dire, elle a apporté elle-même toutes ses connaissances et de par son handicap aussi. Donc je trouve ça tout à fait intelligent et très bien fait. Tous les talents sont mis en synergie pour monter des projets de ce genre-là. Alors s'il y a d'autres questions, est-ce que ça inspire quelqu'un? Est-ce que j'imagine que tout le monde se demande comment demander des sous à Nathalie pour faire quelque chose. Ce qui me semble logique, mais encore. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Personne? Il n'y a pas. Oui? Alors attendez, on va vous passer donc Caroline Buffet du musée de l'Eurart. On vous écoute. On a décidé depuis 2 ans, pour chaque exposition temporaire, on réalise un petit fascicule en langage simple,
qui s'adresse donc au public qui ne peut pas lire facilement les textes d'exposition qui sont souvent ardus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que tout le public se sert de ces petits fascicules. Oui. Voilà. Et ces petits fascicules, ils sont repérables parce qu'il y a le logo très particulier qui s'appelle en allemand Leichte Sprache, langage simple. Et donc, ça, je peux que engager tous les musées à faire. C'est pas compliqué. Et ça montre que le musée est conscient et sensible de ce problème d'accessibilité et de médiation pour tous, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression, moi, depuis que qu'on inscrit vraiment notre soutien sur des actions comme ça remarquables vis-à-vis de l'handicap, que finalement, quand on fait les choses de façon intelligente, eh ben, ça profite à tout le monde. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que c'est beaucoup plus... Oui, c'est plus universel. Et là, on se dit qu'on est juste dans notre action et même pour l'avenir, bien sûr. On est juste dans notre action et là, le musée remplit son rôle social, c'est-à-dire de plateforme. Oui. Et nous, la Fondation aussi, on remplit notre rôle aussi en soutenant ce type d'initiative, absolument. Oui. Le micro par ici. Présentez-vous, Madame Guillon. Oui, bonjour, Françoise Guillon-Fontaine, chef du service à la ville de Colmar. Je crois que votre exemple illustre bien le fait qu'on doit changer de paradigme, à mon sens. C'est-à-dire que du soutien à des actions pour un public cible de personnes handicapées, vous arrivez à proposer et à accompagner des projets qui, comme vous l'indiquez très précisément, sont inclusifs. C'est-à-dire qu'ils sont en fait destinés à tous. Et je pense que c'est là où notre pensée doit fondamentalement évoluer. C'est de penser initialement nos solutions pour tous. Et ça, quand on arrive à cette rupture-là, dans nos esprits, à partir de là, on travaille sans orienter notre action, vous voyez, après coup, pour un public. Et je crois que c'est vraiment... Enfin, personnellement, j'ai accompagné un autre projet, et c'est exactement le point d'achoppement. On avait pensé en équipe pour les personnes handicapées, et en fait, il faut avoir une solution universelle pour tous, et forcément, elle s'adresse aussi aux personnes handicapées. Et là, je crois qu'il y a un grand changement qu'on a à mettre dans nos esprits, à nous, concepteurs de solutions culturelles. Oui, et puis alors, dans ce projet-là, j'ai oublié de dire que, évidemment, il fallait qu'on trouve aussi un projet qui puisse convenir aussi bien aux conservateurs qu'au personnel qui s'occupe du nettoyage, qu'aux gardiens, pour qu'eux aussi, quand ils puissent orienter les personnes qui arrivent en disant mais c'est où de montrer, et qu'ils soient aussi fiers et qu'ils ne se disent pas c'est quoi encore ce dispositif qu'on nous met en plus, alors que là, ça fait vraiment un dispositif comme il est pour tout le monde, qui est tout de suite accepté. Et ça a été quelque chose que j'ai oublié de dire, vous avez raison, qui fait que l'objet est tout de suite rentré dans le musée sans problème. Alors, pour avoir discuté aussi avec donc les dames qui, malheureusement, du musée d'art moderne auraient bien aimé venir, mais qui sont aussi prises par des tas d'événements ce week-end-là, il est vrai qu'elles m'ont... Je crois qu'au musée d'art moderne de Paris, il y a quelque chose comme 14 ou 15 conservateurs, vous imaginez un petit peu, bon, c'est une grosse machine, c'est un grand musée, et il faut arriver à convaincre ces conservateurs, moi j'en suis un, donc on sait de quoi on parle, que l'on peut faire des dispositifs de médiation sans dénaturer non plus le propos scientifique, parce que je pense que c'est ce dont souvent ont peur les conservateurs, c'est qu'on aille raconter n'importe quoi ou des bêtises. Or, quelque part, nous en sommes le garant de ces contenus scientifiques, et que l'on arrive toujours à trouver des solutions. Je pense que M. Carati pourra nous en parler aussi, puis on en a aussi déjà parlé dans des
dans des rencontres précédentes, à partir du moment où il y a un dialogue et où on explique bien les choses, elles ont encore du travail. Elles m'ont dit qu'il y a encore des gens à convaincre aussi par rapport à des projets qu'elles veulent faire, toujours, et que c'est pas évident. Par exemple, quand on parle du tactile, faire toucher des objets ou des œuvres ou quelque chose, alors là, vous avez toujours un restaurateur ou un conservateur qui monte sur ses grands chevaux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup de choses sont possibles à partir du moment où on arrive à dialoguer et avoir cette approche vraiment montrer, prouver que effectivement ça sert à tout le monde. Oui, et puis je pense qu'il faut aussi se mettre tous autour de la table et puis qu'il y ait une envie. Il y a une envie de se dire il faut qu'on fasse quelque chose, c'est vraiment trop dommage. Et quand tout le monde s'y met et de bonne volonté, je pense que les choses, on y arrive. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est quand la responsable du mécénat est venue me voir et qu'elle a pris contact par le biais donc, de notre site internet, il est vrai aussi que le fait que la Fondation dise « Ok, on va vous accompagner », qu'il y ait ce soutien financier. Alors là, les conservateurs aussi disent ce serait dommage de ne pas y être, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit quelque chose qui ne serve pas. Donc, tout le monde a intérêt aussi. Et donc, ça débloque aussi des situations. Oui, parfois. Nathalie Bazoche, on vous remercie beaucoup.